Mon cher Président, mon cher Secrétaire général, Monsieur le Vice-président de l'Université et mon ancien doyen de mon CHU, le professeur Usan, que je suis très heureux de voir maintenant ici. Tiens, j'y vois plus là. Je peux avoir un petit peu de lumière là? J'ai préparé un très beau texte pour commencer. Voilà, merci. Oui. Alors, c'est un honneur pour moi, et surtout en prime time, de vous présenter devant l'Académie nationale de chirurgie cette chronique historique. Dans cet hôpital où j'ai passé un demi-siècle, j'ai contribué personnellement, entre 1983 et 1993, à introduire en France et à l'étranger ces connaissances et à les développer. Mais ce fut grâce à l'initiative de mon chef de clinique. Attendez, il est parti par là, attendez, il s'est trompé, voilà. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est grâce à mon chef de clinique de l'époque, qui s'appelait Frédéric Chabol, et qui dirige maintenant le service de Foch. Et c'est d'ailleurs sur une de ces initiatives récentes, la stimulation électrique du nerf grand hypoglosse, que je construirai ma conclusion tournée vers l'avenir. En 10 minutes, voilà tout ce que je devrais raconter, et ce sera fait dans le papier qui suivra. Mais je suis obligé de sélectionner un certain nombre de choses, parce que je ne peux pas tout dire. Et je vais donc commencer par un petit rappel physiologique. La position déclive et la force de la gravité, jointe à la diminution du tonus musculaire avec le sommeil, amènent la langue, le voile et la luette à s'affaisser sur le plan vertébral en obstruant plus ou moins complètement le passage de l'air. Tant que cette obstruction est incomplète, ces parties molles flottent et vibrent et ronflent au vent comme une voile qui faceille ou le tuyau d'une trompe à eau au rythme intermittent de la respiration. Dès que l'obstruction est complète, c'est l'apnée et le silence respiratoire. Il faut noter que les paramètres de ces apnées et de l'asphyxie permettent de quantifier la gravité du SAOS et guident les indications thérapeutiques. Une conséquence particulière du ronflement doit être rappelée ici. Souvent, les ronfleurs, le matin, ont mal à la gorge. Au réveil, leur voile est rouge, épais, tant leur luette a été malmenée contre leur pharynx. Il peut arriver qu'à force de vibrer et ronfler et subir le traumatisme répété de cette flagellation contre la paroi osseuse du rhinopharynx, la luette au réveil devient énorme et démaciée. Dans l'inquiétude d'une consultation matinale d'urgence, il m'est arrivé au moins 2 ou 3 fois de l'observer. Mais autrefois, quand manquait ces thérapeutiques, le syndrome de la luette tombée était bien connu et mettait plusieurs jours avant de s'amender spontanément. En raison de l'obstruction respiratoire et digestive, il était alors volontiers traité par la résection de celle-ci. Voyons maintenant le travail de Jean-Sauveur Morand, qui, vous l'avez vu, a été un de nos premiers directeurs de l'Académie, qu'elle est devenir l'Académie de chirurgie. Alors, pendant que vous parcourez ce texte, qui est extrait des opuscules de chirurgie de Morand, j'ai quand même vous faire quelques petites remarques. Morand nous dit que le ronflement de cette dame de province, comme si jusqu'à nos jours, le ronflement du sommeil est de tout temps paru normal. Il n'en dit rien, si c'est en plus, c'est peut-être bien que ça devait être considéré autrefois comme le signe d'un gage de force énorme. Mais il ne faisait absolument pas attention du tout. Souvent, pourtant, en plus, ce signe clinique devait accompagner cette chute, c'est-à-dire cette turgescence. L'obstruction pharyngée était telle qu'elle gênait la déglutition. Sans doute même la nuit, elle devait avoir des apnées. Et elle la faisait tomber dans une maigreur. C'est vrai que maintenant, la maigreur ne se rencontre plus, c'est surtout la surcharge pondérale qui est presque la règle. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la dextérité de Morand et la minutie des soins immédiats lui ont permis aussi d'être le précurseur de la chirurgie ambulatoire. Quant aux autres, vous les connaissez, en particulier Jouvet, c'est celui qui a été le plus actif en matière de sommeil. Guy Minot est aussi remarquable, il voulait faire la même chose à Lyon, il était comme lui interne de Lyon, mais comme il y avait Jouvet devant lui, il est parti aux États-Unis, et c'est lui en fait qui a fait la plupart des travaux essentiels de ce dont je vais vous parler. L'école de Saint-Antoine a été simplement remarquable parce qu'elle s'est attachée à être la première à obtenir de l'assistance publique la création d'un centre d'exploration des troubles respiratoires du sommeil de la PHP. Et là-dedans, c'est essentiellement Frédéric Chabol, aidé de Bernard Meyer, qui était mon adjoint à l'époque,
Et puis également d'autres ERL comme Michel Ohayoun, qui est maintenant à Vicenne, je crois, Boris Pétel. Et puis vous voyez en bleu tous les autres, les pneumologues, les cardiologues, les neurologues, certains spéculas ou d'autres. Et en plus, vous voyez ici le petit livre en 1987, c'était le premier congrès international sur la rhingopathie chronique. Car la rhingopathie chronique, c'est une maladie nouvelle dont nous avons inventé le nom et le thème. Depuis plus de 30 ans, nous estimons qu'il existe un continuum évolutif entre le ronflement isolé bénin et négligé initialement et le syndrome des apnées du sommeil le plus sévère. En effet, avant qu'elle s'installe, l'obstruction respiratoire nocturne du SAOS est très souvent précédée et puis toujours accompagnée par un ronflement. Une étude prospective nous a permis de démontrer, chez une 50aine de patients ronfleurs faisant suffisamment de bruit pour demander une aide chirurgicale, que la levée de l'obstacle respiratoire responsable de cette nuisance sonore, essentiellement une luette trop longue, associée parfois à une hypertrophie amédalienne et surtout à une obstruction nasale, entraînait plus ou moins l'amélioration statistiquement significative d'éléments souvent témoins d'une asphyxie chronique, comme vous pouvez le voir en dessous. Ainsi, très tôt, nous est-il apparu que l'intensité sonore du ronflement reflétait l'asphyxie chronique du ronfleur pendant son sommeil. C'est l'endurance du patient et son âge qui l'amenait plus ou moins rapidement à en ressentir les conséquences diurnes, acceptées avec fatalité. Rassembler tous les aspects cliniques rencontrés en une seule maladie et lui donner un nom, la rhingopathie chronique, nous a permis d'objectiver le continuum de gravité qui relie le ronflement simple isolé avec le SOAS authentique, et notamment sa forme fulminante qui est le syndrome de Pickwick. L'orthographe de la rhingopathie, vous le verrez plus en détail, est très importante au point de vue étymologique et pour la différencier de ce que les pneumologues entendent et qui n'a rien à voir. Alors, dans le service, on avait pris l'habitude d'avoir ça comme devise. Et cet aphorisme n'était pas démontré statistiquement, c'était indirectement, mais c'était bien la réalité des choses, même s'il faisait fi de l'évidence de base de médecine, dont je reparle dans le texte, mais que je ne discuterai pas ici. En tout cas, moi, j'avais plutôt envie de rajouter aussi une autre devise que je n'ai pas osé écrire, c'est « on creuse sa tombe avec ses dents ». C'est vrai, mais on ne peut pas le mettre dans une diapo. Alors, je pourrais vous parler, mais je crois que le magnétoscope, le truc qui tourne, donc je ne vais pas le faire, des difficultés du traitement du ronflement simple. C'était techniquement très difficile, et puis finalement, on a trouvé tout à fait par hasard, et en fait, c'est très très simple. Il suffit simplement de mettre un petit peu d'anesthésie locale de contact de la luette, de tirer dessus, et de lui demander de dire « ah ». À ce moment-là, on voit des plis, on met un peu de bleuméthylène, et puis ça y est. Là, l'appareil qu'on avait inventé ici, c'était un électrodogramme, un vélo impédance-mètre, qui mesurait le courant entre le front et le larynx. On avait de très belles courbes qui enregistraient les vibrations, mais ça n'a servi à rien. Comme quoi, on peut faire beaucoup de fausses sciences et qui sont complètement inutiles. Alors maintenant, je vais conclure rapidement, pour être dans les temps, avec les termes de la conclusion, c'est-à-dire en particulier la stimulation électrique et le bypass. Alors, la stimulation électrique du 12. Frédéric Chaboll avait participé à la mise au point de l'implant cochléaire multi-électrode. Il connaissait les particularités de la chirurgie de la stimulation nerveuse et les paramètres de celle-ci. Il savait depuis longtemps que la solution logique serait de stimuler les muscles de la langue, car ils sont presque tous dilatateurs du pharynx, et de plus, le nerf uniquement moteur est incapable de transmettre la moindre douleur induite par cette stimulation électrique. Il y a 2 appareils de stimulation linguale qui sont apparus successivement sur le marché depuis 7-8 ans. Tous 2 sont américains. Et Frédéric Chaboll a été un des premiers expérimentateurs pivots de chacun des 2 appareils. Alors, prenons le plus ancien. C'est le plus simple électroniquement, mais c'est le plus complexe à placer. Il est monoélectrode. Il consiste à disséquer dans la région sous-mentonnière la terminaison, l'épanouissement des dernières branches de terminaison du 12, placer une électrode sur un des muscles qui sont certainement des muscles rétracteurs de la langue, puis un projeteur de la langue en avant. Un contrôle endoscopique est nécessaire, dont vous voyez les images en bas à gauche, là. Je n'ai pas de pointeur, mais enfin, vous les voyez là-bas. Quand on stimule sous anesthésie, on stimule l'électrode et on voit la base de langue qui s'avance et qui libère et on aperçoit la glotte par en dessous. Le paramètre déclenchant de cette stimulation est la contraction du diaphragme entraînée par l'anoxie et l'apnée. Il est actuellement détecté par un capteur qui, lui, est logé inconfortablement dans un espace intercostal que vous apercevez sur les diapos de radio, etc.
Les mouvements de la langue engendrés par la stimulation ne doivent pas conduire l'électrode à traumatiser le nerf ou même à cesser d'être efficace. Cette exigence semble actuellement obtenue, mais elle attend des preuves du temps. Il faut reconnaître qu'ils ont déjà 4 ou 5 ans de temps et ils ont plus de 50% des sujets ont des résultats satisfaisants qui leur permettent de quitter la CPAP, la ventilation positive, qui a justement été une des indications que lorsqu'elle est intolérée, c'est de relever de ces systèmes électriques. L'autre système qui est plus récent, Imtera, il est multi-électrode. C'est le plus aisé à utiliser, mais c'est le plus sophistiqué. C'est le tronc du nerf lui-même qui est stimulé en plusieurs endroits. C'est un avantage parce qu'à cet endroit, le tronc est solide et puis il bouge beaucoup moins quand les muscles projettent la langue en avant. Il a un porte-électrode qui a une forme de manchon qui contient 6 plots que vous voyez là à gauche, qui permet d'atteindre les différents fascicules du nerf en faisant des essais une fois que le sujet est réveillé. Et l'ensemble est relié à un récepteur sous-cutané qui comporte une batterie rechargeable, une antenne, une électromagnétique, le processeur et puis une télécommande. L'appareil est ceci de particulier que pendant le sommeil, il fonctionne en permanence. Il n'est pas du tout relié par les histoires du diaphragme, etc. Il marche en permanence. Seuls sont stimulés les électrodes qui projettent la langue en avant. Elles le sont à tour de rôle, selon un ordre et une durée réglables, assurant à pour chaque muscle une période de repos suffisante pour qu'il puisse travailler comme ça, comme on veut, toute la longueur du temps. Et cet appareil, qui réalise une espèce de bodybuilding lingual des muscles protecteurs, il est indolore, au contraire de tous les autres essais électrostimulateurs du commerce qu'utilisent les gens pour se faire des gros muscles, qui, eux, c'est quand même un peu douloureux, parce qu'il y a la sensibilité cutanée qui doit d'abord être stimulée avant le muscle. Il ouvre beaucoup de perspectives en matière de réhabilitation des troubles périphériques. Je parle notamment aux paraplégies, et en particulier, je ne l'ai pas marqué là-dessus, à ce qu'avait fait Rabichon, le doyen de Montpellier, avec l'appareillage que Bertin lui avait fabriqué à partir de ce qu'on avait fait pour les implants. C'est le contact électrode-nerf qui n'avait pas tenu. Or, si on arrive maintenant à faire un porte-électrode manchon comme ça, et à avoir un contact qui ne bouge pas, avec ce système d'une stimulation intermittente qui leur permet de se reposer, il y a certainement des choses qui vont bouger dans ce domaine-là. Alors, venons vite maintenant au programme de basse-basse. Alors là, je vais être beaucoup plus rapide, parce que vous savez déjà l'essentiel de ça. Patou est venu ici à l'Académie de chirurgie pour présenter son travail de Lille. Je crois que le plus simple, mon cher président, c'est que je m'arrête ici, parce que je n'apporte rien de plus et je ne voudrais surtout pas manger du temps pour la gynéco. Voilà. Merci de votre... Merci beaucoup. Ce rappel historique fulgurant, on peut dire, rapidité dynamique. Merci bien. Des questions sur le sujet? Oui, les ronfleurs, est-ce qu'ils sont dans un sommeil profond ou presque réveillés? Parce que je me souviens à l'occasion d'un voyage en Chine, avec un de mes collègues, j'avais dû partager sa chambre, et il ronflait beaucoup, et j'ai sifflé. Et le lendemain matin, il m'a demandé pourquoi j'avais sifflé toute la nuit. Ah ben... Non, d'abord, bravo pour cet exposé, hélas, raccourci. Mais je souhaiterais, enfin c'était très bon, te poser une question. Est-ce que le décubitus latéral ou ventral est un moyen d'éviter ces... Bien sûr. Et voilà. Alors, je vais répondre à ces deux questions, mon cher président, si tu veux. D'abord, vous me posez des bonnes questions, je vous remercie. Le coup du sifflet, c'était le truc de Pagnol. En effet, le sifflet réveille le patient. Il entend siffler, il s'en souvient donc. Mais il ne ronfle plus puisqu'il est réveillé. Et c'est un peu le traitement postural que tu évoques. J'en parle d'ailleurs en détail dans le texte. En effet, ça permet beaucoup d'éviter le ronflement, d'abord, et même les apnées dans une certaine mesure. Les apnées, il faut arrêter pour l'éviter. Il faudrait faire, pardonne-moi mon président, mais il faudrait s'asseoir. Voilà comment il faut faire. Napoléon, il a la réputation d'avoir eu un syndrome d'apnée du sommeil. C'est moi qui le prétends, je l'ai démontré par ailleurs. Et on raconte que Napoléon, quand il avait la coutume de se reposer quelques minutes quand il était sur le champ de bataille. Pourquoi? Parce que, tiens, excusez-moi, il faut que je m'assoie. Il s'asseyait comme ça, à cheval. Et puis, il mettait ses bras comme ça, et quand il était comme ça,
la mâchoire partait en avant, la langue partait en avant, et il pouvait respirer comme un bébé, ce qui fait qu'il avait un très bon sommeil, et en une demi-heure, il récupérait toute la sommeil qu'il n'avait pas eue. Voilà l'explication. Et le traitement postural, j'y crois beaucoup. Ton exposé était tout à fait passionnant. Ta thérapeutique de Napoléon, très bien aussi. Alors, je voudrais te poser une question anodine. Est-ce que tu as un traitement spécifique pour les ronflements survenant pendant la séance de l'académie? Ah, oui, sûrement. C'est d'aller déjeuner. Le choix du sujet. Non, c'est pas tellement ça, mon cher président. Je crois que la seule façon de faire, c'est d'aller déjeuner chez papa. Parce que c'est tellement mauvais qu'il ne mangera pas beaucoup. Et alors, à ce moment-là, il ne ronflera pas. Bien, merci. C'était tout à fait intéressant et en même temps amusant, ce qui n'est pas toujours